cœur de l'histoire, Les grands portraits sur Europe 1. Franck Ferrand, vous nous proposez de revenir aujourd'hui sur le cas du dernier dirigeant de l'URSS, Mikhaïl Gorbatchev. Bonjour Franck. Bonjour Bénédicte, bonjour à tous. Mikhaïl Gorbatchev ou Mikhail Gorbatchev, comme vous voudrez, est encore de ce monde et généralement dans cette émission nous parlons plutôt de personnages disparus. Eh bien, je vais faire une exception aujourd'hui pour évoquer cette page majeure de l'histoire récente, la chute de l'Empire soviétique, et nous allons le faire en compagnie du dernier biographe de l'homme de la glasnost et de la perestroïka, l'excellent Bernard Lecomte. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Tout commence le dimanche 18 août 1991. Gorbatchev est en vacances, comme tous les ans. Il est parti un mois avec sa famille, profiter du soleil en Crimée. Il est parti au début de ce mois d'août. On est sur les bords de la mer Noire. Vous savez que c'était le lieu de résidence des tsars autrefois. Eh bien, c'est désormais celui des tsars rouges. Mikhaïl Gorbatchev, ne l'oublions pas, est encore, même si on est à la toute fin de l'Union soviétique, même si on est en 1991, il est encore le chef du Soviet suprême de l'Union soviétique. La maison comprend 3 niveaux, nous dit Bernard Lecomte, des murs en marbre, des parquets en bois précieux. Le président déjeune au soleil, va se promener en mer, joue avec sa petite fille, lit au bord de la piscine ou écoute des disques de Chopin. Il passe bien sûr beaucoup de temps au téléphone, c'est que la vie politique à Moscou ne prend pas de vacances. Il reçoit chaque jour ses conseillers, Tchernaïev et Sharknazarov, qui sont logés dans un sanatorium voisin, mais cette grande villa toute neuve, dont sa femme Raïssa a personnellement supervisé l'aménagement, est un lieu idéal pour se vider la tête. Depuis quelque temps, ajoute Bernard Lecomte, il souffre du dos, une radiculite aiguë et prend des antalgiques. Ces quelques jours de congé lui font du bien. Seulement, Mikhaïl Gorbatchev n'est pas rassuré depuis quelques jours. Les rumeurs de putsch circulent et lui-même écrira dans ses mémoires, je le cite, « Il m'est impossible de dire que je me reposais vraiment pendant mes vacances à Foros. Les événements dans le pays prenaient un caractère de plus en plus inquiétant et il me fallut régler de très nombreux problèmes. J'avais en permanence le sentiment qu'il fallait rentrer au plus vite et agir, ce qui me conduisait à houspiller tous ceux qui s'occupaient de la préparation de la signature. L'avion de mon retour était déjà prévu. Seulement, et ça, à l'époque, Gorbatchev ne peut pas le savoir, il est déjà trop tard. Ce dimanche 18 août, en fin d'après-midi, le chef de la garde présidentielle, Vladimir Medvedev, annonce une visite surprenante à laquelle personne ne s'attend. 4 hommes qui vont arriver, qui vont débouler à la villa. Gorbatchev prévient ses proches, son épouse Raïssa, sa fille Irina et son gendre Anatoly. Il leur dit qu'il se passe quelque chose d'étrange et il raconte dans ses mémoires que les hommes en question sont directement menés au premier étage de la villa. Gorbatchev est dans son bureau, il les reçoit, ces 4 visiteurs, accompagnés du chef du 9e directorat du KGB, Yuri Plekhanov. Alors qui sont-ils ? Eh bien, il y a le vice-président du Conseil de défense, le commandant des forces terrestres, le numéro 3 du Parti communiste, et puis le secrétaire général de la présidence, Valéry Boldine, qui joue un rôle essentiel. Inutile de vous dire que l'échange est pour le moins glacial. « Qui vous envoie ?» demande Gorbatchev. C'est Baklanov qui répond. Le comité nommé pour appliquer l'état d'urgence. Quel comité ? Quel état d'urgence ? À ce moment-là, on tend à Gorbatchev un projet de décret qui proclame l'état d'urgence. S'il refuse, ses pouvoirs seront transférés au vice-président Yanaïev. Gorbatchev dit « Ce que vous faites est anticonstitutionnel et illégal. C'est une aventure qui mènera au bain de sang et à la guerre civile. » Il veut téléphoner à ce moment-là, il veut se renseigner, mais évidemment on a pris des précautions et toutes les lignes de la villa sont coupées. Gorbatchev à ce moment-là décide de ne pas signer le texte, mais pour autant il ne donne pas à ses gardes l'ordre d'arrêter les hommes qui sont là. Il l'explique dans ses mémoires. « Je comptais d'abord que mon refus d'accepter leurs conditions leur ferait prendre conscience de ce qu'ils faisaient. À plusieurs reprises dans le passé, j'étais parvenu à empêcher ces gens-là, j'aime bien l'expression ces gens-là, on va voir de qui il parle exactement, de commettre des actes irréfléchis et je gardais l'espoir que ma fermeté pourrait les influencer. »
Les 5 hommes se lèvent, il est à peu près 18h à ce moment-là. Gorbatchev n'a pas cédé. À ce moment-là, les troupes du KGB encerclent la résidence. 2 navires de guerre se mettent à avancer. Ils croisaient au large de la presqu'île. On les voit maintenant très distinctement. Toutes les routes d'accès à Foros sont coupées. Gorbatchev est là, seul, avec sa famille, son assistant, son gendre, Anatoly Tchernaïev, son médecin, ses 2 secrétaires, Olga et Tamara, et puis les fameux 32 agents de sécurité qui, pour l'instant, sont toujours fidèles et sont prêts à ouvrir le feu si quelqu'un voulait investir la villa. Ce coup d'État, car c'est bien un coup d'État dont il faut parler, ne surprend pas Mikhaïl Gorbatchev. On l'a dit, des rumeurs de putsch circulaient déjà depuis plusieurs jours. Lui-même s'apprêtait à reprendre l'avion pour Moscou. Des chefs d'État comme l'Américain George Bush l'avaient personnellement prévenu de l'imminence d'un complot contre lui. Il est vrai que la situation des dernières semaines était, c'est le moins qu'on puisse dire, loin d'être favorable. 1 mois plus tôt, quelques jours avant de partir en vacances, les grandes puissances européennes avaient refusé de donner des crédits à l'Union soviétique alors que de nombreuses républiques en avaient besoin. Et puis surtout dans les heures qui suivent ce moment, ce coup d'État du 21 août, un traité d'union devait être ratifié et Gorbatchev savait que cela, bien sûr, ne plaisait pas non plus du tout aux conservateurs communistes. Voilà ce qu'il écrit dans ses mémoires. L'État, fruit du travail commun de tous les peuples de notre patrie pendant plusieurs générations, était préservé tout en permettant l'éclosion d'une nouvelle union d'États souverains dans laquelle les différents peuples géreraient eux-mêmes leurs affaires en développant leur culture, leur langue et leurs traditions. Ça, c'était ce que voulait Gorbatchev. D'une manière plus générale, on peut dire qu'il était sous la menace d'un putsch depuis le début. Quand je dis depuis le début, c'est depuis son élection à la tête du secrétariat général de l'Union soviétique en mars 1985. Franck Ferrand, Les grands portraits. 14h, 15h sur Europe 1. Et nous poursuivons votre récit, Franck, sur les secrets du putsch manqué contre Mikhaïl Gorbatchev. Il faut se rappeler dans quel climat Gorbatchev était arrivé au pouvoir. À l'époque, il a 54 ans. Et n'oubliez pas l'âge moyen de tous ces apparatchiks et de tous ces gouvernants soviétiques à l'époque qui sont de véritables momies vivantes. Lui n'a que 54 ans. Et entre son élection de mars 1985 et le 27e congrès du Parti communiste qui a eu lieu en février 86, donc en moins d'1 an, il avait réussi à remercier quelques 117 hauts responsables du Parti communiste, dont 35 ministres sur 96 et 46 premiers secrétaires de région sur 157. C'était une sorte de purge douce à laquelle il avait procédé. Et plus tard, le 1er décembre 88, un nouveau système électoral avait été mis en place. Dites-vous que sur les 2250 membres du Congrès des députés du peuple, 1/3 des sièges étaient désormais attribués au suffrage universel direct. C'est une espèce de révolution, ou si l'on veut, de contre-révolution qui était à l'œuvre en Union soviétique. Gorbatchev a annoncé un programme de réforme à tout va. Il y a eu la perestroïka, bien entendu, cette espèce de restructuration en profondeur de l'économie, mais il y avait également ce programme de transparence générale qu'on appelle glasnost en russe et qui avait pour effet de déstabiliser toutes les vieilles institutions du régime communiste, à commencer par le KGB, bien entendu, qui ne voyait pas ça d'un bon œil. Dites-vous qu'un homme comme Sakharov, rappelez-vous le dissident, le physicien Yuri Sakharov, avait été autorisé à travailler de nouveau après 7 ans d'assignation à résidence. Même sur le plan extérieur, Gorbatchev était gênant pour les conservateurs, la ligne dure du Parti communiste. Il avait rencontré le pape Jean-Paul II, il avait eu des poignées de main très cordiales avec le Premier ministre britannique Margaret Thatcher, avec Ronald Reagan, le président des États-Unis, qui étaient tous les deux de véritables symboles du capitalisme international. Avec les États-Unis, Gorbatchev est même allé jusqu'à signer un traité de désarmement nucléaire extrêmement important qui a fait date en 1987. Enfin, Gorbatchev craint d'autant plus un putsch qu'au bout de quelques années, il lui faut bien reconnaître l'échec de cette politique. C'est vrai qu'il a tout réformé, tout aménagé, etc. Mais ça aboutit, dans un premier temps en tout cas, à une impasse. L'économie
est en récession, le prix du pétrole, faut pas oublier que le pétrole est la principale source de revenus de l'Union soviétique, les prix sont en chute libre, la viande, le beurre sont rationnés, le sucre lui-même est rationné à Moscou. Pour le commun des mortels, raconte Bernard Lecomte, la perestroïka est devenue synonyme de pagaille, de gaspillage, de détournement. La spéculation est partout. Les coopératives et les sociétés mixtes, emblèmes de la réforme économique, sont vite considérées comme des repères de voleurs et de profiteurs, et l'on sent la colère qui gronde partout, les grèves qui se multiplient, dont la célèbre grève des mineurs qui explose en juillet 1988 en Sibérie occidentale et qui peu à peu va faire tache d'huile. 180 000 gueules noires en grève et des gens qui partout se mettent à défiler. Le 20 janvier 91, vous avez quand même dans les rues de Moscou, qui est encore, que je sache, la Moscou soviétique, communiste, officielle, vous avez 300 000 personnes qui défilent en criant Gorbatchev démission. Et le 25 avril, le secrétaire général lui-même, Gorbatchev lui-même, a proposé sa démission que les dirigeants du PCUS, du Parti communiste de l'Union soviétique, ont cependant refusé. Il y a peut-être pire encore que tout ça, et je vous renvoie aux ouvrages d'Hélène Carrère d'Ancos, c'est que l'empire même, l'empire soviétique est en train petit à petit de se fissurer. La plupart des pays, notamment du Sud, réclament leur indépendance. Le symbole de cet effondrement ou de cet écroulement progressif, c'est évidemment la chute du mur de Berlin en novembre 1989. Donc, les apparatchiks n'acceptent pas que Gorbatchev les mette à l'écart, les chasse du pouvoir et que l'Union soviétique devienne une sorte d'empire capitaliste, voire même que cet empire disparaisse. Vous comprenez d'où vient le putsch et pourquoi petit à petit le pouvoir même de Gorbatchev a été remis directement en cause. Le 19 août, à 5 heures, donc, les fameux patrouilleurs qui étaient au large entrent dans la baie. Il reste 50 minutes, ils vont faire des ronds dans l'eau, si je puis dire, et puis ils s'éloignent. À 5h40, heure locale, une dépêche de l'agence TASS, l'agence officielle, tombe sur les téléscripteurs. Gorbatchev est déclaré incapable d'assumer ses fonctions pour raison de santé. Alors ça nous manque, si je puis dire, cette phraséologie soviétique, tous ces termes euphémistiques utilisés dans toutes les dépêches de l'agence TASS. L'état d'urgence est proclamé dans un certain nombre de parties du territoire pour 6 mois, et quelques minutes plus tard, un autre communiqué de la même agence TASS affirme que la direction de l'URSS va être assurée par un comité d'État pour l'état d'urgence. Il y a un appel au peuple soviétique lancé par les putschistes et dans lequel l'objectif est clair, empêcher la liquidation de l'URSS, en quelque sorte stopper le démantèlement. Alors, tous les partis sont suspendus, bien entendu, sauf le Parti communiste, et la question se pose bientôt. Où est Gorbatchev ? Le téléphone ne répond plus, alors c'est assez difficile de savoir ce qui se passe évidemment à l'intérieur de la villa à Foros, et on se demande même si finalement il n'y aurait pas eu des exécutions, si la famille est encore en vie. Et puis il ne faut pas compter sur la télévision soviétique pour en savoir plus, inutile de vous le dire. Le soir du 19 août, le fameux Yanaïev et 4 de ses acolytes organisent une conférence de presse au Centre international du ministère des Affaires étrangères, à Moscou. Les putschistes, si je puis dire, apparaissent. Il y a le président du KGB, bien entendu, avec ses lunettes noires. Il y a le vice-président de l'Union soviétique, donc Gennady Yanaïev, qui a un peu les mains tremblantes. Tous les observateurs l'auront remarqué. Ces hommes n'ont pas l'air très dangereux, et même, pour tout vous dire, ils n'ont pas l'air de putschistes très crédibles. La vérité, c'est qu'ils feraient plutôt sourire. Franck Ferrand, Les grands portraits. 14h, 15h sur Europe 1. Et vous continuez de nous parler, Franck Ferrand, du coup d'État manqué contre Mikhaïl Gorbatchev. C'était en 1991. Bon, disons-le, ce coup d'État est mal parti, et évidemment que Gorbatchev, même dans son isolement, le sait et le sent. Comme l'écrit son épouse Raïssa dans son journal, nous nous efforçons de capter des nouvelles à l'aide d'un minuscule transistor Sony. Quel bonheur de l'avoir. Le grand récepteur de la Datcha ne reçoit rien, dans aucune longueur d'onde, mais le Sony, lui, marche. Il n'y a pas d'information particulière, tout est comme d'habitude. Nous avons décidé qu'Anatoly cacherait le transistor, personne ne doit savoir qu'il l'a, personne. Quand Gorbatchev entend qu'il a été remplacé pour raison de santé, il enregistre une vidéo clandestine de quelques minutes avec une caméra vidéo familiale. C'est un mensonge éhonté, dit-il, une tromperie grossière, une escroquerie,
Et le but maintenant, c'est d'essayer de faire passer cette fameuse cassette vidéo à l'extérieur. Ou alors, si ça ne marche pas, de la cacher, cette bande, pour la préserver, pour avoir un témoin de ce qui s'est passé dans la villa pendant cette période. C'est par le biais de la radio que Gorbatchev, très vite, va découvrir que le putsch est en train de tourner, disons-le, à la Bérésina. Et tout ça grâce à un homme qu'il faut nommer maintenant, bien sûr, c'est Boris Eltsine. Boris Eltsine qui, pendant longtemps, était considéré comme le pire ennemi de Gorbatchev. Au début, quand Gorbatchev a été élu en 85, les relations entre les deux hommes étaient au beau fixe. Eltsine était le patron du Parti communiste de Moscou. Il soutient la volonté de réforme de Gorbatchev, alors que les deux hommes, c'est le moins qu'on puisse dire, n'ont pas le même caractère. Eltsine est un instinctif, nous dit Bernard Lecomte, pas un politique. La diplomatie n'est pas son fort. Il déteste les petits arrangements de couloir. Il se moque de se faire des dizaines d'ennemis mortels chez les apparatchiks de la capitale. Mais enfin, dans un premier temps, il soutient donc Gorbatchev. Et puis en 87, tout bascule. Pour préserver ses intérêts et pour calmer les conservateurs du Politburo, Gorbatchev va désavouer Yeltsin en public, et à ce moment-là, Boris Yeltsin est furieux. Il ne le pardonnera pas à Gorbatchev, et désormais il est dans le camp des opposants. Et évidemment, comme les réformes simultanément, parallèlement, n'avancent pas, eh bien Yeltsin va devenir une sorte d'espoir. Il est un peu, en quelque sorte, l'homme dont la popularité augmente au détriment de celle du chef de l'État. Lors de la campagne électorale de 89, Boris Yeltsin, qui est vice-ministre de la Construction, est candidat à Moscou dans la seconde chambre du futur Soviet suprême, le Soviet des nationalités, et il l'emporte avec presque 90% des suffrages. Il est élu président du Soviet suprême de Russie en 1990, et 6 mois avant le putsch seulement, il déclare à la télévision russe: aujourd'hui, je me sépare de la politique de Gorbatchev, j'appelle à sa démission immédiate. On peut donc se dire qu'au moment du putsch, c'est étrange qu'il soit celui qui va venir, qui va voler au secours de Gorbatchev. Eh oui, mais sauf qu'il n'est pas du tout d'accord avec les putschistes, au contraire. Lui est pour une réforme bien plus importante et menée beaucoup plus loin. Le 20 août, Boris Yeltsin rassemble d'urgence son état-major, ses ministres dans sa datcha d'Usovo, on est dans la banlieue ouest de Moscou. Il est 1h moins 10, quand en personne, un mégaphone à la main, il monte sur le fameux blindé qui a été stationné devant le Parlement russe. Ce sont des images que nous avons tous vues et revues, et ça va être extraordinaire. Nous appelons les citoyens de Russie à donner aux putschistes une réponse digne, hurle littéralement Boris Yeltsin. Nous appelons à la grève illimitée. On peut dire qu'au Kremlin, on doit commencer à faire grise mine. Évidemment, le putsch a beaucoup de plomb dans l'aile maintenant. Le mercredi 21 août, une délégation russe est en route pour Foros avec à son bord le vice-président russe, Yanayev, le Premier ministre, mais aussi des journalistes occidentaux. Il y a même un diplomate français, 2 cardiologues, des officiers anonymes, etc. Et ils arrivent à la fameuse datcha. Les putschistes, à ce moment-là, sont conduits par les gardes de la sécurité présidentielle dans une aile où ils sont isolés. Et pendant ce temps, la délégation est là donc pour ramener Gorbatchev à Moscou. Les putschistes seront arrêtés. Les lignes téléphoniques se remettent en marche à 6h moins le quart, ce 21 août 1991. Et avant son départ pour Moscou, Gorbatchev aura encore le temps de téléphoner au président américain George Bush pour lui signifier qu'il est de nouveau le président de l'Union soviétique. Il ne parlera pas ce jour-là au président François Mitterrand. Nous allons voir très vite qu'il avait de bonnes raisons pour ne pas le faire. Bonjour Bernard Lecomte. Bonjour Franck. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors je vais vous poser toutes les questions que je n'ai pas eu le temps d'aborder dans ce récit. Nous revenons sur le putsch de 1991 et puis plus largement avec vous sur l'ensemble de la vie de Mikhaïl Gorbatchev. Franck Ferrand, Les grands portraits. 14h, 15h sur Europe 1. Vous nous parlez aujourd'hui, Franck Ferrand, de Mikhaïl Gorbatchev, avec votre invité Bernard Lecomte, ancien envoyé spécial permanent du magazine L'Express à Moscou et auteur de l'ouvrage Gorbatchev aux éditions Perrin. Ce qu'il faut dire, Bernard Lecomte, c'est que vous l'avez vécu quasiment en direct, vous, ce putsch de 1991. Cette tentative de putsch, en tout cas.
Oui, moi j'étais grand reporter à l'Express à l'époque et figurez-vous que j'étais en Hongrie au moment où on a appris que Gorbatchev était enfermé à Foros. Pourquoi en Hongrie ? Parce que Jean-Paul II était en voyage en Hongrie ce jour-là. Ce sont les hasards de l'histoire. J'ai évidemment sauté dans un avion pour Moscou. C'était déjà curieux de pouvoir arriver à Moscou en avion, parce que, je dirais, un vrai putsch militaire ou pas militaire, on ne laisse pas les journalistes occidentaux entrer comme ça dans le pays. Je suis passé facilement à la douane. J'ai pu louer une voiture. Je me suis dit, il y a quand même quelque chose qui va pas. Lorsque le général Jaruzelski avait imposé l'état de guerre en Pologne, on pouvait pas louer une voiture et arriver comme ça. Et puis, j'ai été effectivement parmi les tout premiers journalistes notamment à rencontrer les auteurs de ce putsch. Le camarade Yanaïev, qui a tenu une conférence de presse le lundi soir avec 4 ou 5 de ses petits camarades. Et franchement, tous les journalistes qui étaient là, nous étions 300, 350, tous ceux qui étaient là se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que cette bande de croquignoles, de branquignoles Ça avait l'air improvisé, leur affaire. Mais c'était improvisé. Yanaïev n'était pas du tout sûr de lui. Il y en a un qui tremblait en lisant ses papiers, l'autre qui visiblement était un peu aviné. Et les journalistes soviétiques, comme les journalistes occidentaux, se sont dit, c'est pas possible, ça ne peut pas réussir. Et d'ailleurs vous-même, la façon dont vous avez accueilli sur place, le fait qu'on vous demande pas votre passeport, notamment, hein, c'est ça, vous avez pas... Alors j'ai eu la plus grande peur de ma vie de journaliste. Je me suis rendu compte dans l'avion que mon passeport mon visa était périmé, oui. Mon passeport était périmé. Ouais. Donc c'est même pas le visa, c'est carrément le document. Donc normalement j'aurais dû être foulé et personne ne s'en serait d'ailleurs étonné. Et je suis passé sous le regard un peu goguenard du douanier qui visiblement avait vu que mon passeport était périmé et qui savait ce qui se passait. Donc je me suis senti vraiment dans un endroit très instable, très étrange. Il y avait en effet des chars en ville, on doublait des petites colonnes de chars, pas grosses d'ailleurs, pas menaçantes, mais surtout, j'ai ce souvenir de cette brochette de putschistes d'opérette, absolument pas sûrs d'eux-mêmes, en train d'expliquer très très doctement que oui, le camarade Gorbatchev avait des ennuis de santé. Tout ça, ça ne passait pas la rampe. Alors on va revenir au délitement général qui a conduit à cette situation, à tout le mandat de Gorbatchev et même d'une façon générale à l'ensemble de sa vie. On va y venir là dans un instant, mais pour ce qui est de cette tentative de putsch, est-ce que finalement il n'a pas manqué un cerveau dans l'histoire, un vrai leader d'une certaine manière ? Peut-être, s'il y avait eu un cerveau, en effet, un vrai chef politique et militaire, ça se serait peut-être passé autrement, en effet. Cela dit, ce putsch, de toute façon, arrivait trop tard. Nous sommes en août 1991, le mur de Berlin est tombé depuis novembre 89. On sent bien qu'il n'y a plus de retour en arrière possible. La perestroïka, c'est ce qui résume un peu le programme de réforme de Gorbatchev, la perestroïka a abouti, avec toute la bonne volonté de ceux qui l'ont lancé, mais a abouti à désorganiser complètement le pays et surtout à mettre en péril les membres du Parti communiste. 19 millions de familles, car le Parti communiste de l'Union soviétique, ça représentait à l'époque colossal, 19 millions de familles qui d'un seul coup se retrouvaient marginalisées, sans savoir s'ils allaient pouvoir garder leur job, leur voiture, leur maison, leurs privilèges, l'école pour leurs enfants. C'est ça qui s'est passé. Et la réaction des communistes, c'était d'abord ça, une réaction de peur. D'un point de vue tactique, d'une certaine manière, pourquoi a-t-on laissé à Gorbatchev sa garde personnelle dans sa ville là, donc à Foros? C'est quand même bizarre. C'est exactement en cela que s'il y avait eu un vrai patron du KGB, pour être clair, un Yuri Andropov ou un Beria, si on veut remonter plus haut dans l'histoire, il n'aurait jamais laissé, en effet, Gorbatchev garder avec une quinzaine de types qui étaient tout à fait en plus avec lui, qui l'aimaient beaucoup, plus sa famille. Qui étaient des gens dévoués. Bien sûr. Et puis cette façon qu'ils ont d'écouter quand même la radio grâce aux transistors et tout ça montre les putschistes ne sont pas allés du tout au bout de leur action. Et alors, cette patrouille maritime qui passe son temps à faire des incursions dans la baie, à repartir, etc., quel était le but
On sait même pas. C'était pour impressionner. Oui, c'est ça. Effectivement, dès qu'on regardait la baie, on voyait 1 ou 2 bateaux de guerre passer au large. Bon, voilà. On a envie de dire la belle affaire. La belle affaire. Ouais. On se disait, non, l'armée est dans le coup. Voilà. Oui, voilà. C'est la démonstration, en fait. Voilà. Il y avait énormément de trous dans cette passoire stratégique qui était le putsch. Et surtout, ce putsch était conduit par des types qui avaient déjà perdu toute influence, notamment l'influence sur l'armée et sur le KGB. Là encore, un vrai général putschiste qui aurait eu le clavier des moyens, la police, le KGB et l'armée, peut-être aurait-il pu en effet geler l'histoire. Mais là, en 2 jours, tout a été balayé. Quand la famille Gorbatchev revient à Moscou, on voit quand même qu'ils sont très marqués. Les photos de Mikhail Gorbatchev descendant avec son pull en V, là, il avait une barbe de 3 jours, les yeux dans le milieu du visage, sa femme complètement défaite. Enfin, on avait l'impression que eux revenaient d'une épreuve colossale, terrible, alors qu'en fait, ça a été plutôt doux ce qui s'est passé. C'était quand même une épreuve personnelle difficile. Une épreuve nerveuse peut-être. D'abord, Gorbatchev, avec les responsabilités qu'il a sur les épaules et ses contacts internationaux, etc., c'est pas n'importe qui. Il a pas dû dormir pendant 2 nuits quand même, donc qu'il fut fatigué soit compréhensible. Quant à Raïssa, son épouse, vous savez que Raïssa aimait énormément Mikhail Sergueïevitch. Ces deux-là vivaient un amour fusionnel. En 1999, elle, en fait. Absolument. Et ça sera d'ailleurs la plus grande épreuve de la vie de Gorbatchev, paradoxalement. Et Raïssa a eu très peur. En effet, quand elle a appris que les putschistes disaient, voilà, Gorbatchev est en mauvaise santé, c'est pour ça qu'il doit démissionner, elle a eu très très peur que tout simplement les gens viennent de Moscou spécialement pour confirmer que son mari était en mauvaise santé, quitte à le liquider derrière un placard. Oui, voilà. Donc elle a eu très très peur. Elle aura d'ailleurs des séquelles de ce choc émotionnel toute sa vie. Elle va être malade pendant 2 ans et puis ensuite ça continuera d'une certaine manière. Absolument. Ça ne la quittera pas. Elle ne se remettra jamais absolument de cette épreuve. Elle a eu vraiment très peur pour son mari. Oui. Et évidemment, pour l'ensemble de la famille, ça a été une épreuve. Mais encore une fois, ils rentrent sains et saufs à Moscou. Mais c'est pour dire adieu au pouvoir à ce moment-là. Oui, parce que en 2 jours et demi, c'est Boris Eltsine qui a pris les rênes. Bien sûr. Boris Eltsine, qui est cet homme instinctif, il est moins intelligent, il est moins sympathique que Gorbatchev, mais c'est une force de la nature, il a un instinct prodigieux et il a compris que de toute cette confusion engendrée par la perestroïka et par la glasnost, eh bien, il allait émerger au milieu de tout ça, pas seulement l'indépendance des Lituaniens, des Géorgiens ou des Ukrainiens, mais aussi le retour de la Russie, ce pays qu'on avait complètement oublié et qui est un pays de 150 millions d'habitants avec une histoire, une langue, une tradition, une culture et qui a élu Boris Eltsine au suffrage universel. Donc il incarne une légitimité que Gorbatchev n'a plus depuis longtemps. Est-ce que Gorbatchev avait vu venir les choses ? J'ai dit au tout début de ce récit qu'il était quand même très inquiet pendant tout cet été 91, qu'il voyait bien qu'à Moscou les choses allaient de plus en plus mal et qu'il n'avait plus en quelque sorte de réponse aux commandes. Il a été surpris par le putsch. Il s'y attendait pas. Oui, il s'attendait pas à cette forme institutionnalisée, en fait. Voilà. Mais en revanche, ce qui ne l'a pas surpris, c'est évidemment le fait que le pays se délite. Il voyait bien que les pays baltes, les Lituaniens, Estoniens, Lettons avaient d'ores et déjà pris leur indépendance. Il voyait bien qu'en Géorgie, en Arménie, en Azerbaïdjan, on ne pouvait plus rien faire. Que même les grands pays de culture soviétique, je pense au Kazakhstan ou à l'Ukraine, même ces pays-là étaient en train de prendre leur indépendance. C'est pour ça qu'il a voulu, cet été-là, essayer de rattraper un peu les choses en créant une espèce d'union qui ne serait plus l'Union soviétique, qui serait une union un peu comme la communauté européenne, au fond. C'était un peu ça, son idée. Mais il avait l'idée de sauver l'Empire, d'une certaine manière, sous une forme ou sous une autre. Il voulait aussi réformer le communisme, mais en le conservant dans le cadre même du régime communiste soviétique. C'est un échec total, quand même. C'est-à-dire qu'il a vu le communisme s'effondrer et l'Empire éclater complètement pendant son propre mandat. Alors qu'il avait été choisi par les dinosaures de l'époque, les Gromyko et autres, pour moderniser le Parti communiste et pour éviter l'éclatement de l'Empire. Donc en effet, si l'on raccourcit cette histoire au maximum, c'est un double échec absolument terrible. Mais Franck, il faut jamais oublier que dans cette course-là, il a quand même mis fin à la guerre froide, il a quand même mis fin au goulag, rappelons-nous, c'était pas rien le goulag, il a mis fin à l'URSS, il a mis fin au fond à la coupure de l'Europe en deux et
au communisme en c'est Europe. ça. C'est-à-dire qu'en fait, il a été très bon pour l'Occident, si je puis dire. Un peu moins bien peut-être pour un certain nombre de partisans de l'ancien régime soviétique, bien entendu. Vous le connaissez, vous, Gorbatchev, à titre personnel? Oui, j'ai eu la chance d'abord de le suivre beaucoup sur place, et puis j'ai eu surtout la chance, ça m'a beaucoup aidé pour mon livre, de le voir tout un après-midi chez lui, 4 ans plus tard, et là, de reprendre point par point. Vous savez, le rêve d'un journaliste, c'est ça, c'est de voir le protagoniste et puis de dire voilà à quelle heure c'était, est-ce qu'il faisait beau, etc. Et j'ai gardé un très beau souvenir. Et puis, par ailleurs, il est venu à Paris, nous avions quelques journalistes d'Europe, du Luxembourg, du monde, un dîner avec lui qui a été extrêmement intéressant. Et ce dîner nous a montré que Gorbatchev avait une qualité que on n'attribue jamais aux hommes politiques, surtout aux dirigeants internationaux, jamais. Et moi-même, je n'avais jamais employé ce mot-là. C'était un homme sympathique. Et voilà, sympathique Gorbatchev. Grâce à tous ces éléments que vous avez pu recueillir, vous avez écrit cette biographie qui est publiée chez Perrin de Bernard Lecomte. Ça s'appelle tout simplement Gorbatchev. Au cœur de l'histoire, Les grands portraits sur Europe 1. Franck Ferrand. Et avec vous, Franck Ferrand, et votre invité, l'écrivain spécialiste du Kremlin et du Vatican, Bernard Lecomte, nous parlons aujourd'hui de Mikhail Gorbatchev sur Europe 1. Vous avez vu, Bernard Lecomte, que depuis le début de cette émission, je passe de Gorbatchev à Gorbatchev. Comment est-ce qu'il faut prononcer? Si vous le dites à l'occidental, vous dites Gorbatchev comme on disait Khrouchtchev. Voilà, mais ça. Si vous le dites à la russe, alors c'est Mikhail Sergeyevich Gorbatchev, voilà, comme on disait Khrouchtchev. Voilà. Donc la chose est réglée parce que je sais que ça inquiète nos auditeurs, ce genre de questions de prononciation, et c'est assez légitime du reste. D'où venait-il, ce bonhomme qui va lancer la transparence, la glasnost et les réformes, la perestroïka? Quelle a été sa formation? Il faut expliquer d'où il vient. Alors c'est un fils de paysan. Et comme des millions et des millions de Russes de sa génération, il a dans sa famille des paysans qui ont subi la collectivisation et d'autres qui l'ont accompagné. C'est vrai aussi de celle qui sera sa femme, Raïssa, également fille de paysan, fille devenue famille paysanne en tout cas, avec un grand-père tué au goulag. C'était pas rien. Mais ces choses-là, on n'en parlait pas à l'époque. Ces jeunes gens sont d'abord, au lendemain de la guerre, frappés par les destructions qu'a connues l'URSS. Ils ne connaissent pas du tout l'étranger, ils ne connaissent pas le reste du monde. C'était ça le stalinisme. Ça consistait à ce qu'il n'y ait aucune barrière franchissable. On ne savait pas ce qui se passait en Europe ni en Amérique. On entendait dire des choses épouvantables. Et tout ça, c'était quand même au fond les héritiers du fascisme. Donc on se battait pour son pays, qui était l'URSS, et on voulait bien faire, tout simplement. C'est tout à fait naturel. Il fallait pas forcément être un militant communiste pour vouloir bien faire. Donc Mikhail Gorbatchev fait ses études à Moscou. Il fait ses études à Moscou parce qu'il a eu une médaille en pilotant la moissonneuse-batteuse de son père. Ça ne s'invente pas. On ça est vraiment dans toute cette la médaille lui mythologie donne, soviétique. Voilà, et ça lui donne le droit d'aller à l'université. Il y va, il fait du droit. Le droit à l'époque, c'est évidemment pas le même que nous. On est quelles années là? 1950, 51, 52. Donc la toute fin du régime de Staline. Voilà. En fait. Et le droit, c'est pas le même que chez nous. Il y a évidemment pas de droit contradictoire et des avocats de la défense. On fait du droit pour devenir procureur, pour entrer au KGB, pour faire une carrière politique. Et c'est ce que Gorbatchev va faire après ses études et après s'être marié avec Raïssa. Il va redescendre dans sa région d'origine, donc la Russie du Sud, vous voyez, entre la mer Noire et la Caspienne, là, pas loin du Caucase, et il va faire toute une carrière politique qui n'est pas une carrière très idéologique, sauf qu'il est évidemment tout le temps dans la ligne du début de sa carrière jusqu'au 11 mars 1985, quand il est choisi pour devenir le numéro 1, il n'y a pas un écart, pas un mot, pas une phrase qui ne soit pas dans la ligne du Parti communiste. Oui, ça reste un orthodoxe pour l'instant. Oui, un orthodoxe qui le justifie encore aujourd'hui de façon assez compréhensible. Il dit, mais moi, mon père était communiste, mon grand-père était communiste, et je ne vais pas trahir cette filiation-là. Alors évidemment, c'est pas le communisme stalinien. Jamais Gorbatchev n'a rêvé des procès de Moscou, du goulag et des horreurs. Mais cette filiation-là, qu'il appelle lui-même léniniste, vous savez, Gorbatchev, jusqu'au bout, il a eu toutes les œuvres complètes de Lénine sur son bureau. Et comme Lénine, dans toute sa carrière, a écrit à peu près tout et le contraire de tout. De Lénine en photo sur la couverture de votre biographie. Absolument, c'est important. Mais il va chercher, Gorbatchev aussi, à chaque fois qu'il a quelque chose d'important à faire passer, notamment dans le sens libéral, il va chercher une citation de Lénine. Ça, il sait faire très bien pour faire passer dans le parti, au Politburo, la nécessité de ces réformes en
s'abritant devant le commandeur qui est évidemment Vladimir Ilitch Lénine. Eh oui, Ulyanov. Alors vous nous avez dit tout à l'heure que le véritable drame de l'existence de Gorbatchev, ça avait été la mort de son épouse en 99. Comment l'avaient-ils rencontré? Quelle est leur histoire? Ils étaient étudiants ensemble à Moscou, deux petits provinciaux un peu paumés qui se rencontrent un jour et qui tombent complètement amoureux dingues l'un de l'autre. Alors c'est une histoire très sympathique parce que il est rare à ce niveau de la politique ou des événements internationaux de trouver un amour fusionnel comme ça qui va d'abord soutenir Gorbatchev dans toutes les épreuves. Raïssa, elle est là, elle l'aide, elle lui apporte des livres, elle le conseille, elle l'écoute. Combien de fois, à 3h du matin, ils vont sortir tous les deux pour éviter les micros, pour parler dans le jardin, dans la neige. C'est très important pour lui. Et elle devient cette First Lady d'un genre tout à fait nouveau, qui ne s'était absolument pas vu en URSS. Oh bah non, c'est le moins qu'on puisse dire. L'URSS, c'est un pays, un régime assez macho, faut bien dire les choses. Vous voyez tous ces vieillards jusqu'alors, etc. Et d'un seul coup, il y a cette First Lady à l'américaine, en quelque sorte. Mais ne nous y trompons pas, nous l'avons vu justement comme ça, oui. Séduire Madame Thatcher et François Mitterrand et Ronald Reagan. On la voit accompagner son mari rentrant dans l'avion, donc il monte sur le coupé de l'avion, il monte comme ça, il salue. Mais ne nous y trompons pas, 3 heures après, quand ils arrivent à Moscou, elle sort par la soute discrètement dans une voiture qui l'emmène chez elle. Il n'est pas question qu'elle apparaisse à la télévision ou à la radio soviétique. Pas question. C'était du théâtre. C'était du théâtre qui a d'ailleurs très bien marché, rappelons-nous. Raïssa est en partie responsable de la gorbimania qui s'est emparée de tous les dirigeants occidentaux à cette époque. Chercher la femme derrière le grand homme. Alors, il y a deux types de carrières politiques dans l'histoire. Il y a celles qui se font dans la difficulté et les drames, et puis celles qui ont l'air d'être tout écrites. Mikhaïl Gorbatchev appartient à la deuxième catégorie, visiblement. Lui, il a grimpé tous les échelons, on a presque envie de dire sans effort. Presque sans effort. C'est un homme il a une tchatche incroyable, une faconde inouïe, et on sait bien qu'au pays du marxisme-léninisme, celui qui domine le langage a quelques longueurs d'avance sur ses petits camarades. Il parle tout le temps, il fait des discours incroyables, il a la main dans le dos facile, il est très engageant, et au fond, tout le monde reconnaît qu'il représente très bien l'URSS rêvée d'un avenir plus moderne, avec un parti communiste qui ne soit pas dirigé par tous ces diplodocus qui étaient là, les Andropov, Brejnev, Ustinov, Gromyko. Et c'est pour ça qu'il est élu. Un peu d'air frais, d'une certaine manière. Un peu d'air frais, mais rappelez-vous, Gromyko explique quand Gorbatchev est élu, Gorbatchev a un sourire magnifique, mais qui cache des dents d'acier. Alors l'acier en russe, c'est Staline. On voyait bien que il était là quand même pour autre chose que de libéraliser le terrain. Il était là pour moderniser le communisme. Il va le faire. Alors il y a deux mots qui viennent toujours à l'esprit, c'est glasnost et perestroïka, justement. La perestroïka, c'est le fait de restructurer l'économie, de changer un peu tout ça, de moderniser, mais une économie qui est entièrement dirigée par le Parti communiste. C'est ça qu'on appelait un régime totalitaire. C'est parce que tout dépendait exclusivement du Parti communiste. Dès que vous commencez à mettre un petit peu de souplesse là-dedans ou un peu de pluralisme, tout s'effondre, et c'est ce qui s'est passé. Quant à la glasnost, ça voulait dire... C'est pas liberté d'expression, mais ça voulait dire rendre public, permettre aux journalistes de dire vraiment les choses. La glasnost, bien sûr, elle va être utilisée par les statisticiens, les sociologues et les journalistes, mais elle va surtout être intéresser les nationalistes, les dissidents, les religieux, et notamment les Lituaniens, les Géorgiens, les Arméniens, ceux qui vont très vite utiliser la glasnost pour poser les vrais problèmes. Et pour tous ces gens-là, le vrai problème, c'est quoi? C'est l'indépendance par rapport à l'URSS et par rapport à la Russie. Alors, très peu de temps après l'élection de Gorbatchev à la tête du secrétariat général du parti et du Soviet suprême de l'Union soviétique, va avoir lieu la fameuse catastrophe de Tchernobyl. Ça joue un rôle aussi, ça, bien entendu. Ça a joué un rôle majeur. Je l'avais peut-être pas mesuré à l'époque à ce point, mais en replongeant dans les dossiers, je me suis rendu compte que la glasnost a été un facteur d'accélération énorme. Tchernobyl a été un facteur d'accélération énorme pour la glasnost, parce que tout le monde s'est bien rendu compte qu'on ne pouvait pas gérer une crise nucléaire aussi dangereuse, aussi incroyablement forte, plus paniquante que cette crise, avec des fausses statistiques, des rapports arrangés et de la censure en bas de chaque article. Donc ça a beaucoup
permis à Gorbatchev de plaider pour cette ouverture de la presse, au moins aux réalités de l'économie et de ses accidents. Il ne faut pas oublier qu'on est à l'époque aussi, il y aura le grand traité de décembre 87, mais on est à l'époque de l'initiative de défense stratégique du président Reagan, et que sur le plan de la technologie et notamment de la technologie spatiale armée, les États-Unis sont en train de tailler des croupières à l'Union soviétique. Tout ça va de pair. Hein. Tout ça va de pair. Il est clair, Gorbatchev le sait depuis le premier jour, et d'ailleurs il n'est pas le seul à le savoir, c'est que Reagan a poussé les feux sous la course aux armements avec son initiative de défense spatiale. Nous disions avec Nicole Bacharan que Reagan d'ailleurs avait une alliance avec le Saint-Siège et que les espions du Vatican avaient joué un rôle essentiel aussi dans toute cette affaire. Bref, il y avait une sorte de... L'Occident s'était ligué contre le bloc soviétique. Hein, oui, c'est-à-dire que Jean-Paul II, en un mot, il avait, quelques années plus tôt, redonné confiance, redonné l'espoir à tous ces pays-là, en 79-80. Quand Reagan vient au pouvoir, donc en 81, il lance cette guerre des étoiles en sachant qu'en effet, l'URSS est incapable de relever le défi. Gorbatchev le sait bien. C'est pour ça qu'il veut arrêter la course aux armements et la guerre froide. Gorbatchev, il est clair, il dit « Moi, j'ai envie de réformer mon pays. Je ne peux pas le réformer si on continue ce gouffre invraisemblable où passe tout notre argent, qui est une guerre qui est perdue d'avance. » Sauf que personne ne l'a cru. Quand il a dit ça, il a fallu 2 ans, 3 ans pour que les Américains finissent par se dire « Mais et si cet homme-là était sincère ?» Et il l'était. Ah oui. Et non seulement il était sincère, mais il pensait qu'il allait réussir. Alors là, par contre, ça c'est une erreur. Parce qu'on voit les choses se déliter, notamment avec les nationalités de l'Empire elles-mêmes qui regimbent, et puis aussi tous les États satellites. La chute du mur de Berlin, c'est le glas de l'expérience. À partir du moment où Gorbatchev est pris au sérieux quand il dit on arrête avec la doctrine Brejnev. C'était quoi la doctrine Brejnev ? On l'appelait la doctrine de la souveraineté limitée. Ça consistait à dire si un pays de l'Est commence à diverger un peu, tous les autres envoient l'armée rouge et leur propre armée pour le remettre d'équerre. Donc, on se souvient, c'est ce qui s'est passé à Budapest, c'est ce qui s'est passé à Prague, etc. À partir du moment où les Polonais, les Allemands de l'Est, les Hongrois et autres Tchèques et Slovaques se disaient mais si on prend des libertés, si on retrouve un peu notre autonomie, il ne nous enverra pas les chars, évidemment, toute l'histoire change. Évidemment. Et c'est évidemment ce qu'il faut garder de Gorbatchev, car de fait, en effet, il n'a pas envoyé les chars pour mater les populations est-allemandes et polonaises. C'est quand même ça que l'Europe lui doit. Le Gorbatchev de Bernard Lecomte est publié chez Perrin. Il y a également chez Grunt En tête à tête avec les papes qui ont changé l'histoire avec Philippe Laurin. Ça, c'est votre domaine, évidemment, Bernard Lecomte. Et puis, les mémoires de Gorbatchev sont publiées aux éditions du Rocher. Également aux éditions du Rocher, La magie de Moscou de l'ami Vladimir Fedorovski. Merci beaucoup, Bénédicte. On se retrouve dès lundi au cœur de l'histoire et puis samedi prochain pour un autre grand portrait. Mais dans un instant sur Europe 1, vous répondez, Franck, à la question de Violaine sur les origines des professions réglementées comme les notaires ou les pharmaciens. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez aujourd'hui, Franck Ferrand, à la question de Violaine via le site d'Europe 1, europe1.fr, qui vous demande quelles sont les origines des métiers réglementés. Alors, la fonction de notaire, d'abord, venons-en peut-être à ce rôle absolument essentiel. Cette fonction de notaire, elle a été introduite par Charlemagne dès 803. C'était les huissiers qui rédigeaient des actes législatifs et des diplômes, tous ces actes qui sont présentés à la signature du souverain. En 1270, le roi Louis IX, le Saint Louis, choisit parmi les membres de la confrérie Notre-Dame 60 clercs qui sont initiés aux questions juridiques afin d'exercer cette fonction de notaire. Ils sont installés au Châtelet, qui est une petite place fortifiée, qui est le cœur du pouvoir administratif royal. Et l'organisation du notariat en France va ensuite se développer et se faire de manière d'emblée très réglementée. Il faut savoir qu'à partir du XIVe siècle, on compte à peu près un notaire dans chaque commune ou chaque commune importante du royaume. Ce qui permettra d'ailleurs au milieu du XVIe siècle, sous François Ier, de donner à ces notaires une
responsabilité qui est en quelque sorte une responsabilité d'état civil. Même histoire avec ceux qu'on appelait autrefois les apothicaires et qui vont donc être les pharmaciens. Apothecarius en latin, ça signifie boutiquier. Au départ, les apothicaires sont ceux qui préparent, qui vendent les drogues et les médicaments, mais peu à peu, ces drogues, effectivement, ils vont se mettre à les préparer, ils se mettent à jouer un rôle absolument essentiel au cœur de la société, avec quasiment un pouvoir de vie ou de mort sur les gens. Il faut réglementer, il faut faire très attention à la formation de ces gens-là. La profession ne s'autonomisera qu'à partir du 19e siècle, quand les pharmaciens prennent enfin ce nom. Toutes ces professions sont tellement stratégiques, elles jouent un rôle tellement important dans la société, que l'État a éprouvé le besoin de les organiser, de les réglementer. Alors aujourd'hui, on veut les déréglementer, mais autre temps, autre mœurs.